Dîner de Noël. On pourrait croire que c'est ce moment magique de l'année où les familles se réunissent, non? Faux. En tout cas, pas dans la mienne. J'étais assise au bout de la table, ma place habituelle, d'ailleurs en picorant mes pommes de terre rôties, quand ma sœur Greta décida de frapper, encore une fois. Alors, dit-elle d'une voix assez forte pour que tout le monde entende, avec ce petit sourire arrogant qui s'étalait sur son visage, ça fait quoi d'être la personne la plus inutile ici? La table se figea pendant une demi-seconde. Puis maman, oui, ma mère, éclata de rire. Pas un rire nerveux. Un vrai, sincère. Eh bien, dit-elle en s'essuyant la bouche avec une serviette, elle n'a pas tout à fait tort. Je sentis tous les regards se tourner vers moi. Mon frère Klaus ricana dans son verre de vin. Papa continua de couper sa viande comme si de rien n'était. Ma tante Heidi avait l'air mal à l'aise, mais ne dit rien. Et Greta? Elle rayonnait littéralement de satisfaction. Voici la chose à savoir quand on est le souffre-douleur de la famille, on s'y habitue. Plus ou moins. Ça fait toujours mal, ne vous méprenez pas, mais on développe une sorte de carapace. Une armure. On apprend à sourire, à hocher la tête, à les laisser avoir leurs petits moments, parce que répondre ne fait qu'empirer les choses. Mais ce soir-là, la veille de Noël, de tous les soirs, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai posé ma fourchette, pris une gorgée d'eau, et j'ai souri. Un vrai sourire. De ceux qui peuvent paraître un peu effrayants, pour être honnête. Vous savez quoi, dis-je, d'une voix calme et posée. Ça fait quoi de savoir que cette personne inutile vient d'être promue directrice régionale et coupe officiellement tout soutien financier à cette famille? Le silence qui suivit était magnifique. Le visage de Greta passa de l'arrogance à la confusion, puis à la panique totale en 3 secondes à peine. La fourchette de maman tomba sur son assiette. Klaus s'arrêta net de boire, du vin dégoulinant sur son menton. Même papa leva enfin les yeux de son précieux schnitzel. Quoi, dit maman, la voix aiguë. Qu'est-ce que tu veux dire, couper le soutien? Je m'appuyai contre ma chaise, toujours souriante. Exactement ce que je viens de dire. Plus d'argent. Plus de sauvetage. Plus de factures payées comme par magie. Laissez-moi revenir un peu en arrière, pour que vous compreniez bien, ce moment-là, il se préparait depuis des années. Je suis l'enfant du milieu. Greta est l'aînée, l'enfant doré, celle qui ne fait jamais rien de mal, même si elle est sans emploi depuis 2 ans et vit avec son petit ami intermittent, Friedrich. Klaus est le petit dernier, le créatif, qui essaie de percer dans la musique depuis ses 16 ans. Il en a 31 maintenant. Et moi? Je m'appelle Johanna. La fille ennuyeuse. La responsable. Celle dont personne ne parle avec fierté. Je travaille dans la finance d'entreprise. Cela fait 10 ans que je grimpe les échelons, que je bosse 60 heures par semaine, que je suis des formations, que j'obtiens des certifications. Ce n'est pas glamour. Personne n'écrit de chansons sur les tableurs Excel ou les rapports trimestriels. Mais ça paie. Très bien, même. Et depuis 8 ans, je suis le distributeur automatique de la famille. Maman avait besoin d'une nouvelle voiture? J'ai payé la moitié. Klaus avait besoin d'équipement pour son groupe? J'ai payé. Le loyer de Greta était encore en retard? Devinez qui a reçu l'appel. Les factures médicales de papa? Moi aussi. Même tante Heidi m'a sollicité une fois pour payer une partie du mariage de sa fille. Et est-ce que quelqu'un m'a remercié? Est-ce que quelqu'un a reconnu ce que je faisais? Non. À la place, j'étais la cible des blagues. Celle qui ne sait pas s'amuser. La bourreau de travail qui devrait apprendre à vivre un peu. Elle, inutile, qui n'est ni créative, ni intéressante, ni digne de respect. Ce commentaire de Greta au dîner de Noël? Ce n'était même pas le pire. Juste la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà fissuré depuis des années. 2 semaines avant Noël, j'ai reçu l'appel. La promotion que j'attendais depuis 3 ans était enfin arrivée. Directrice régionale. Salaire à 6 chiffres. Voiture de fonction. Tout. Je n'en ai parlé à personne. Pas tout de suite.
Parce que je savais ce qui se passerait. Il trouverait le moyen d'en faire une affaire personnelle, ou une excuse pour me demander encore de l'argent. Mais en les écoutant ce soir-là, Greta me ridiculisant pendant que maman approuvait, quelque chose s'est brisé. Tu plaisantes, dit Greta, la voix tremblante. Tu n'es pas sérieuse. Oh, je suis très sérieuse, répondis-je. Vous savez, j'ai fait quelques calculs récemment. Vous voulez savoir combien j'ai donné à cette famille ces 8 dernières années? Personne ne répondit. Environ 127 000 €, poursuivis-je. Et encore, je ne compte pas les petites choses. Juste les grosses dépenses, voiture, loyer, facture médicale, urgence, qui tombent toujours juste avant que je sois payée. Le visage de maman devint livide. Johanna, tu exagères. Ah oui, la coupai-je. Parce que j'ai les preuves. Relevé bancaire, message où vous promettez de me rembourser et ne le faites jamais. J'ai tout noté. Je pensais être généreuse. En réalité, j'étais juste stupide. Klaus retrouva sa voix. Écoute, on apprécie tout ce que tu as fait. Vraiment, demandai-je en me tournant vers lui. Tu l'apprécies? Parce que tu riais littéralement quand Greta m'a traité d'inutile il y a 30 secondes. Il ouvrit la bouche. La referma. Aucun mot ne sortit. Papa se racla la gorge. Calmons-nous tous un peu. C'est Noël. Non, papa, dis-je, la voix tremblante. Mais ce n'était pas de tristesse, c'était de la colère. Pure, froide, méritée. Je ne vais pas me calmer. J'en ai fini. Fini d'être traité comme un distributeur automatique sans émotion. Fini d'être la blague de la famille. Fini de sacrifier ma vie pour que vous puissiez vivre confortablement tout en me traitant comme une moins que rien. On ne te traite pas comme une moins que rien, protesta maman, mais sa voix était faible. Elle savait. Ils savaient tous. La panique de Greta se transforma en colère, sa défense habituelle. Alors quoi, tu vas juste abandonner ta famille? Quelle maturité, Johanna. Je ris franchement. Abandonner? Comme vous m'avez abandonné à ma remise de diplôme? Ou quand j'ai acheté mon premier appartement et qu'aucun de vous n'est venu m'aider à déménager? Ou à chaque anniversaire que vous avez oublié? Ce genre d'abandon-là? Le truc, quand on commence à dire sa vérité, c'est qu'on ne peut plus s'arrêter. 8 années de mots avalés ont jailli d'un seul coup. Tu veux savoir le pire, continuai-je. Ce n'est même pas l'argent. Je pouvais me le permettre. Le pire, c'est que vous ne me voyez pas. Vous ne m'avez jamais vu. Greta est félicitée simplement pour exister. Klaus est encouragé à suivre ses rêves alors qu'il n'a jamais eu un vrai boulot. Mais moi? Je bosse sans relâche, je vous soutiens tous, et c'est moi, la bonne à rien? Les larmes coulaient sur mes joues maintenant, mais je m'en fichais. Qu'ils voient. Qu'ils voient enfin ce que leurs mots avaient fait. Tante Heidi prit la parole pour la première fois. Peut-être qu'on devrait tous respirer un peu. Heidi, avec tout le respect que je te dois, tu m'as demandé 5 000 € l'an dernier et tu ne m'as même pas envoyé de carte de remerciement, dis-je. Alors, s'il te plaît, passe ton tour. Elle détourna le regard, honteuse. Le dîner était évidemment gâché. Plus personne ne mangeait. Maman pleurait silencieusement. Greta paraissait à la fois furieuse et terrifiée. Klaus fixait son assiette. Je me levai, attrapai mon manteau. Je m'en vais. Ne m'appelez pas pour de l'argent. Ne m'envoyez pas de messages avec vos urgences. Débrouillez-vous. Vous êtes des adultes. Johanna, attends, commença maman. Non, dis-je fermement. J'ai assez attendu. J'ai attendu toute ma vie que vous me voyiez, que vous reconnaissiez ma valeur, que vous me traitiez comme quelqu'un qui compte. J'attendrai plus. Je sortis dans la froide nuit de décembre, et honnêtement, cela ressemblait à la liberté. Mon téléphone se mit à vibrer quelques minutes plus tard. Des messages de tout le monde. Maman disait que j'exagérais. Klaus voulait en discuter. Greta me traitait d'égoïste et d'ingrate ironique, non? Papa envoya un seul message. Reviens. On peut en parler calmement.
J'éteignis mon téléphone et allai chez mon amie Liselle. Elle m'avait toujours dit que ce jour viendrait. Qu'il fallait que je pose des limites. Je l'ai enfin fait, lui dis-je quand elle ouvrit la porte. Je leur ai enfin tenu tête. Elle me prit dans ses bras. Bien. Il était temps. On passa la veille de Noël à boire du vin et à regarder des films nuls. C'était le meilleur Noël que j'avais eu depuis des années. Les jours suivants furent difficiles. La culpabilité essayait de s'infiltrer. Cette petite voix qui dit « Mais c'est ta famille. Tu devrais leur pardonner. Tu es trop dur. » Mais alors je me souvenais du visage de Greta quand elle m'avait traité d'inutile. Du rire de maman. Du ricanement de Klaus. Des années d'invisibilité, sauf quand ils avaient besoin de moi. Non. Je n'étais pas trop dure. J'avais été trop indulgente pendant bien trop longtemps. Une semaine après Noël, maman se présenta chez moi. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. « On peut parler ?» demanda-t-elle. J'ai presque dit non. J'ai presque fermé la porte. Mais je l'ai laissée entrer. On s'assit dans mon salon, l'appartement qu'elle n'avait jamais vraiment visité, même après 3 ans, et elle pleura. Vraiment pleura. Je ne réalisais pas, répétait-elle. Je ne réalisais pas à quel point on te faisait du mal. Comment pouvais-tu ne pas le réaliser, demandai-je. Comment as-tu pu rire quand Greta m'a traité d'inutile? Ta propre fille? Elle n'eut pas de vraie réponse. Seulement des larmes et des excuses. Je crois que j'étais jalouse, finit-elle par dire. Tu étais toujours si indépendante, si capable. Tu n'avais pas besoin de nous. Greta et Klaus, eux, avaient toujours besoin d'aide, et je me sentais utile avec eux. Je t'ai prise pour acquise, parce que tu étais assez forte pour tout supporter. Mais je n'aurais pas dû avoir à tout supporter seule, dis-je doucement. Moi aussi, j'avais besoin de toi, maman. J'ai juste pas craqué, alors tu as cru que tout allait bien. Mais non. Je me noyais. Et chaque fois que je remontais à la surface, l'un de vous me replongeait sous l'eau. Nous avons parlé pendant des heures. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois de notre vie. Elle s'est excusée, sincèrement, pour le favoritisme, la négligence, la cruauté ordinaire qui était devenue la norme dans notre famille. Je ne peux pas promettre que tout changera du jour au lendemain, dit-elle. Mais je veux essayer. Je veux faire mieux. Nous le voulons tous. Et Greta et Klaus, demandai-je. Greta est furieuse, mais elle sait qu'elle a dépassé les limites. Klaus, il digère tout ça. Ton père se sent très mal, mais il ne sait pas comment l'exprimer. J'ai hoché la tête. Voilà le marché. Je ne reviens pas au repas de famille tant qu'il n'y a pas de vrai changement. Plus de blagues à mes dépens. Plus de demandes d'argent. Et surtout, plus de manque de reconnaissance. Si vous en êtes capable, on pourra essayer de reconstruire quelque chose. Mais je ne me sacrifierai plus. C'est juste, dit maman doucement. Plus que juste. Elle est partie peu après, et je me suis sentie, plus légère. Toujours blessée, toujours en colère, mais plus libre. 6 mois ont passé maintenant. Les choses sont différentes. Mieux, lentement mais sûrement. Greta a trouvé un travail incroyable, non? Klaus continue la musique, mais il travaille aussi comme barman pour subvenir à ses besoins. Ils ne m'ont pas demandé d'argent une seule fois. Nous avons partagé le dîner de Pâques le mois dernier. C'était un peu gênant au début, tout le monde marchait sur des œufs. Mais personne n'a plaisanté sur le fait que je sois inutile. Papa m'a posé des questions sur mon travail, avec un vrai intérêt. Maman m'a complimenté sur ma robe. Des petites choses. Mais elles comptaient. Après le dîner, Greta m'a prise à part. Je suis désolée, dit-elle. Pour tout. J'ai été horrible avec toi. Je crois que j'étais jalouse aussi. Tu avais ta vie en ordre, et moi j'étais un désastre. C'était plus facile de te rabaisser que de faire face à mes propres échecs. J'apprécie, répondis-je. Et je le pensais vraiment. On n'est pas complètement guéri. La guérison prend du temps. Mais on essaie, et c'est déjà bien plus que ce que j'avais avant.
La promotion? La meilleure chose qui me soit arrivée. Pas à cause de l'argent ou du titre, mais parce qu'elle m'a donné le courage de me défendre. De ne plus accepter moins que ce que je mérite. Et vous savez quoi? Je ne suis pas là, bonne à rien. Je ne l'ai jamais été. J'étais simplement entourée de gens incapables de voir ma valeur. Mais moi, je la vois maintenant. Et c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir regardé. Mettez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À bientôt.